Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir. Il y en a des sujets aujourd'hui, j'ai envie de dire. Puis alors, l'actualité est coquine. Voilà. On attend, on attend le remaniement. Alors, cela étant, nous n'avons pas tous les éléments, mais nous en avons déjà pas mal. Voilà. Surtout vous. oui, alors on a suivi. Bon, vous allez être amenés à voter. Judith va tout vous raconter, mais on a déjà Aurélien Rousseau, Gabriel Attal, Patrice Vergriette, Philippe Vigier. Les nouveaux ministres qui arrivent. Et puis donc d'autres à venir. Nous deviserons. Chers auditeurs, bienvenue dans les vraies voix de Sud Radio, les vraies voix de l'été. Vous n'hésitez pas à nous appeler, à réagir, etc. Évidemment, 0826 300 300 Twitter. Vous votez sur Twitter. Et puis aujourd'hui, on a de superbes éditorialistes. On a Salomon Malka, qui est journaliste et auteur, de Elena Ferrante, à la recherche de l'amie prodigieuse, publié chez Écriture. Bonsoir. Et si vous nous regardez sur YouTube, je montre le livre sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Nous avons Sophie Gauguin, qui est vice-présidente de la région Normandie. Bienvenue, Sophie. Qui fait figure finalement un peu d'habituée d'ancienne. Tout d'un coup, c'est un peu parce que c'est bien, mais ancienne. Ne voyez pas toujours le côté âge, mais plutôt l'expérience, l'encadrement. Je la déclare capitaine des vraies voix ce soir. Voilà. Capitaine, et puis on a aussi une capitaine un peu là, Aude Amadou, ancienne députée sportive de haut niveau. Bienvenue. C'est votre première Aude. Oui. Comment vous sentez? Ça va? Très bien. Vous êtes ravis d'être là? Et maintenant, on est ravis de vous recevoir. Super. Eh bien, chers auditeurs, je vous l'ai dit, vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir, commenter l'actualité, donner votre opinion, etc. Vous n'hésitez pas aussi à voter sur Twitter sur les deux questions qu'on vous pose. Puis là, on file au standard et on reçoit Nathalie qui nous appelle de l'Essonne. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Nathalie. Vous n'allez pas y couper à ma traditionnelle question. Où dans l'Essonne? Voilà. Il aime bien les précisions géographiques, Frédéric Brindel. Vers Juvisy. Vers Juvisy, Juvisy-sur-Orge, tout ça. Il y va en vélo. Alors, en vélo, à l'époque, nous avions une grande course, c'était à Montlhéry. Voilà, donc c'est pas très loin. Et puis j'ai fait mon service militaire à Brétigny-sur-Orge. Ça va, vous n'étiez pas dans la forêt noire. Non. Alors Nathalie, nous avons deux questions du jour qu'on pose sur Twitter. La première de notre grand débat de 17h30, ça concerne les femmes et les hommes aussi, mais surtout la situation des femmes. On le sait, il y a un regain des affaires en ce moment, on en entend beaucoup parler, dans le cinéma, dans la politique, dans le sport, dans les entreprises. Alors est-ce que les femmes ont les moyens de combattre le harcèlement sexuel et les abus de pouvoir, selon vous Nathalie? Alors, je pense que elles ont les moyens. Je pense qu'il y a encore des outils à améliorer. En revanche, la parole se libère et c'est bien. D'accord. Voilà, exactement. Et super, Nathalie. Ça plaît à Frédéric. Nous, dans le jargon, on dit on tease. Le juste milieu. C'est le très bon tease, c'est-à-dire on vous donne envie de. Oui, on teaser comme pas teaser. Enfin bref, vous avez compris, chers auditeurs. Oui, vous connaissez toutes les déclinaisons du terme. Moi, je sais. Voilà. Et puis, on l'attend. On l'attend ce remaniement. On l'attend. Ça traîne. Alors Monsieur Macron et Madame Borne, ils sont encore ensemble en train de discuter. Donc on se pose tous la question. Pour vous, d'ailleurs, Nathalie, ce remaniement ministériel, il est quoi, pertinent, décevant, ça prend trop de temps peut-être, ou sans intérêt? Alors, sachant que vous avez déjà des éléments, je rappelle Thomas Cazenave, qui vient d'être nommé au compte public, Aurélien Rousseau à la santé, Gabriel Attal à l'éducation nationale, Patrick Vergriette au logement, départ acté de Marlène Schiappa. Donc ce sont déjà des premières tendances. C'est là-dessus qu'on vous demande notre fameux petit tease. Alors Nathalie, pertinent, décevant ou sans intérêt? J'ai deux choix, sans intérêt et décevant. D'accord, au moins c'est clair. On espère peut-être la grosse nomination pour inverser la tendance, mais vous nous direz, Nathalie. On espère d'ailleurs que ça sera pendant l'émission. Bien sûr, on espère fortement même. A priori, ça va pas tarder. Eh bien, Nathalie, vous restez avec nous, et vous, chers auditeurs, 0826 300 300, vous le savez, on attend vos réactions. Vous allez voter sur Twitter, vous appelez sur Sud Radio, c'est la radio du Parlons Vrai. On vous attend, on aime vous entendre. Et puis tout de suite, on fait un petit tour de table. Allez, c'est parti. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table. De l'actualité.
Voilà, j'ai failli rater le jingle, mais je suis réveillée, chers auditeurs. À 17h, vaut mieux. Alors, le tour de table de l'actu des vraies voix aujourd'hui, c'était... C'est-à-dire quand on se couche à 13h, forcément, mais bon, voilà. Non, a priori, je me suis couché un peu plus tôt. Quand même. Bon, ça va. Salomon Malka, vous voulez faire un hommage à Alexandre Adler. C'était un grand journaliste aussi, mais un géopolitologue qui a remis l'histoire au goût du jour à la télé, en fait. Absolument, c'est un ami, mais c'est un historien, un spécialiste des relations internationales, un géopolitologue, un des plus, à mon sens, un des plus doués de sa génération. Et il était d'une érudition éblouissante et allié à la petite et à la grande histoire. On pouvait s'essouffler quelquefois à le suivre parce que ses analyses donnaient un peu le tournis. On pouvait s'étonner devant certaines outrances qu'il était le seul à pouvoir se permettre, mais on ne s'ennuyait jamais en sa compagnie. Il était un des pionniers de la chaîne L'Histoire, et à ce titre, il a été un des premiers à avoir donné le goût de l'histoire. Après, il a fait école, il a été suivi, Franck Ferrand, Marc Menant, etc. Mais c'est lui qui a lancé la mode. Alors, il nous a quittés, il avait 72 ans. Il avait 72 ans. Exactement, on ne sait pas très bien. Oui, je le connais. Oui, je le connais très bien. Et c'est une grande peine pour beaucoup de gens, cette disparition. C'est une grande peine, oui. C'est une grande peine. Il était très apprécié. Blandine Barry-Kriegel, qui était son épouse et qui était aussi menue qu'il était imposant. Il était comme ça, gourmand, un peu rabelaisien. Et c'était un mélange de Pic de la Mirandole, de Marco Polo et d'un personnage un peu de Borges, quoi. C'était vraiment une mythologie à lui tout seul. Que de beaux écrits de Pic de la Mirandole, notamment. Absolument. Mais bon, alors, sur ce personnage qui a amené l'histoire à la télévision, Sophie Gauguin, parler d'histoire dans les médias, c'est pas évident, mais c'est nécessaire. Oui, on a grandi avec lui. En fait, moi, je me souviens des premiers débats passionnés en tant qu'étudiante à l'université de droit. Toute une génération a grandi avec lui. Il nous a ouvert les yeux sur les relations internationales, ce qui après nous a intéressés les uns les autres dans nos parcours. Et c'était passionnant, parce qu'en fait, il osait dire les choses et venait nous questionner au-delà de notre environnement classique ou d'enseignement un petit peu plus classique aussi sur les relations internationales. Le droit, ça fait partie du cursus universitaire, mais il venait pigmenter tout ça avec sa vision à lui et qu'il poussait assez loin quand on regarde l'ensemble de ses ouvrages. C'est très intéressant de faire le retour en arrière par rapport à ce qu'il évoquait. Les États-Unis, la Chine, la CIA, enfin ces questions-là, au début, on se demandait s'il n'était pas dans une série fiction. Oui, il y avait même un reportage sur, un livre sur Rennes le Château et tous les mythes que ça a engendré. Mais vous avez raison, il faut rendre hommage surtout quand on rend hommage à un écrivain par l'intermédiaire de ses livres. Et il a une liste impressionnante d'écrits. Il y a un livre sur la chute du mur de Berlin, il y a un livre sur l'attentat contre les tours jumelles qui a été un best-seller et traduit dans le monde entier. Il y a un livre sur j'ai vu tomber le monde ancien, sur toute l'arrivée de Gorbatchev et toute cette histoire qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Aude Amadou, est-ce que vous avez eu l'occasion d'entendre parler ou d'écouter ou de lire ce personnage haut en couleur qui était Alexandre Adler? Alors moi j'ai eu l'occasion aussi de découvrir ces personnages, parce que ce sont des personnages qui nous partagent des visions qui sont vraiment importantes, parce que j'ai siégé au sein de la commission des affaires étrangères. D'accord. Et pour le coup, leur vision elle est importante et pertinente, parce qu'elle nous permet aussi de réajuster comment on doit aussi avoir notre vision en interne dans un pays. Et c'est vrai que l'actualité nous révèle qu'aujourd'hui, la politique d'un pays, elle peut pas être dissociée des relations internationales. Bien sûr. Et moi, j'en retiens vraiment, un visionnaire, et notamment sur la chute de l'URSS.
voilà, il était vraiment précurseur dans ses visions, et ses visions sont importantes et ça nous le rappelle encore aujourd'hui. C'est vrai que pour qui aime l'histoire, en général, ça éclaire sur ce qu'on vit aujourd'hui, finalement, tout ce qu'il nous a apporté comme savoir. C'est important d'ailleurs pour les jeunes aujourd'hui qui apprennent l'histoire au collège et au lycée, c'est d'essayer de les mettre en perspective avec une actualité proche. C'est-à-dire, voilà, il s'est passé ça, mais la conséquence, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Ça, Alexandre Adler le faisait. Absolument, et il faut ajouter une chose, Frédéric, c'est qu'il avait une mémoire, mais époustouflante. Je ne sais pas si une mémoire photographique. Une mémoire photographique, absolument, mais qu'il travaillait, bien enfin, sûr. il exerçait sa mémoire. Et un jour, j'étais avec lui, on était à une conférence, et pendant que, en attendant son tour de parole, il notait sur un morceau de papier tous les secrétaires, les noms et les dates de tous les secrétaires du Parti communiste depuis Lénine jusqu'à Poutine. Et quelqu'un d'autre, Guy Konopnicki, qui est de ses amis, m'a dit que l'avoir surpris dans la même posture, en train de noter des choses pour faire exercer sa mémoire. Et là, c'était les fleuves, les rivières, la géographie, etc. De la Russie. C'est plus mon truc que les prénoms, parce qu'avec Judith, depuis le début là, de ces vraies voix d'été, le nombre de fois on a buté sur un prénom et un nom, hier j'en ai fait une belle d'ailleurs. Voilà, la mémoire des noms. C'est pas une histoire de mémoire, c'est une histoire de direct, à mon avis, Frédéric Brandel. Aussi, l'émotion. Chers auditeurs, merci à tous d'avoir choisi Sud Radio. Dans pas longtemps, vous allez retrouver Félix Mathieu, et puis ces 3 mots dans l'actu, évidemment. N'oubliez pas, à 17h30, votre grand débat, notre grand débat. On vous pose la question sur Twitter, évidemment. Vous n'hésitez pas à aller voter. On a entendu parler des affaires, il y a beaucoup d'affaires en ce moment sur les agressions des femmes dans le cinéma, dans la politique, dans le sport, dans les entreprises. Est-ce qu'elles ont les moyens, ces femmes? Est-ce que vous, si vous êtes une femme qui nous écoutez, vous avez les moyens de combattre le harcèlement sexuel et les abus de pouvoir? Vous n'hésitez pas à voter, à nous appeler 0826 300 300. À tout de suite dans les vraies voix de l'été. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brandel, Judith Belair. Une émission un peu spéciale puisque nous sommes avec nos vraies voix et nous attendons l'annonce du remaniement, même si déjà beaucoup d'informations. Mais que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Déjà, nous avons plein d'infos, vous les avez aussi, donc n'hésitez pas à voter, à nous donner votre avis sur le compte Twitter de Sud Radio, et puis à vous préparer pour téléphoner au 0826 300 300 pour les questions du jour. Nous parlerons, vous le savez, du remaniement, mais pas que. Vous avez tout, et vous avez notamment Judith Belair avec vous, nos 3 vraies voix qui pour certaines font leur début. Pour certaines, une. Aude Amadou, vous faites votre première et on est ravis de vous accueillir pour cela. Salomon Malka, on vous connaît, a priori. On vous connaît, oui, Salomon. Quelques fois ici. Et puis Sophie Gauguin, on vous a appelé l'ancienne tout à l'heure, mais bon, un peu l'habitué, quoi. Mois, Ça, c'est pour moi, ça. Voilà, l'ancienne. Mais c'était bien, je trouve. C'est important aujourd'hui de faire attention aux mots parce qu'on a un thème particulier en plus. Oh, ça va, allez, c'est parti. Nul. Les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Vos 3 mots dans l'actu, Félix Mathieu du jour, remaniement, agonie et Lyon. Pape Ndiaye remplacé par Gabriel Attal à l'Éducation nationale, le député Thomas Cazenave au compte public, l'ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne à la santé. Le remaniement commence à se dessiner, on vous dit tout dans un instant. À suivre aussi, elle avait filmé avec son portable l'agonie d'un homme blessé dans le métro de Rennes sans penser à appeler les secours pour l'aider. 15 mois de prison avec sursis pour une jeune femme. Et puis cette chasse à la lionne dans Berlin, personne ne sait comment un fauve a pu se retrouver en liberté dans la capitale allemande, mais le sang des habitants n'a fait qu'un tour. Les vraies voix Sud Radio. Ça se confirme, Marlène Schiappa et Pape Ndiaye vont devoir faire leur valise. Le ministre de l'Éducation nationale, remplacé par Gabriel Attal, le député bordelais Thomas Cazenave est promu au ministère des Comptes publics. Autre fuite, même si ça attend encore un peu avant d'être officialisé, mais le ministre de la Santé, François Braun, remplacé par Aurélien Rousseau, l'ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. Alors avec nous pour en parler, Thomas Porte, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, bonsoir.
Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Est-ce qu'il y a des surprises selon vous de ce qu'on en sait pour le moment de ce remaniement? Est-ce qu'il y a de quoi relancer le quinquennat d'Emmanuel Macron? Je crois que pour relancer le quinquennat d'Emmanuel Macron, il fallait autre chose qu'un remaniement et c'est un changement de cap politique. La seule chose que je peux dire ce soir, au moment où j'ai les informations, c'est que le niveau baisse dans ce gouvernement. Il n'y a aucune surprise, c'est-à-dire qu'on prend des gens qui étaient à d'autres fonctions pour les mettre à la place d'autres. Personne ne veut rentrer dans un bateau qui coule, personne ne veut rejoindre ce gouvernement. Et c'est pas un remaniement, c'est simplement des gens qui se redistribuent des postes entre eux. Il y a un resserrement du dispositif autour d'Emmanuel Macron, mais la politique aujourd'hui de ce gouvernement, elle est faite à l'Élysée par le président de la République. Donc peu importe la composition du gouvernement, c'est Emmanuel Macron qui va décider toujours tout seul. Est-ce que Thomas Porte, oui, juste une question, Thomas Porte. Beaucoup de proches d'Emmanuel Macron, donc ça va dans le sens d'un resserrement aussi du cap. Ça va dans un resserrement sur une ligne ultralibérale, une ligne portée par Emmanuel Macron, parce qu'effectivement, Gabriel Attal à l'éducation, Thomas Cazenave qui remplace lui-même Gabriel Attal, donc ce sont les proches d'Emmanuel Macron qui rejoignent le gouvernement. On avait entendu potentiellement Richard Ferrand, on va voir ce qu'il en est dans les prochaines heures, mais oui, c'est un dispositif resserré, parce qu'encore une fois, il n'y a que les plus proches d'Emmanuel Macron qui acceptent aujourd'hui de continuer à être dans ce gouvernement à ses côtés. Alors, est-ce que le départ de Pape Ndiaye à l'Éducation nationale ou de François Braun, ça témoigne aussi, selon vous, d'une forme de droitisation du gouvernement? Oui, Pape Ndiaye paye le fait d'avoir critiqué ouvertement CNews, d'avoir qualifié la chaîne d'être le relais de l'extrême droite. Mais au-delà de la sanction à destination de Pape Ndiaye, c'est la nomination de Gabriel Attal à l'Éducation nationale qui est un signe très clair. Gabriel Attal, c'était jusqu'à présent le ministre du séparatisme des riches. Ce sera demain le ministre du séparatisme de l'école privée. C'est l'école alsacienne plutôt que l'Éducation nationale. C'est le SNU plutôt que l'Éducation populaire. Donc oui, c'est aussi une ligne politique affirmée qui est choisie par Emmanuel Macron avec ses nominations aujourd'hui. Avec aussi le départ de Marlène Schiappa, une figure quand même historique de la Macronie. C'est une conséquence logique, ça, de l'affaire du fonds Marianne, peut-être? On a envie de dire pourquoi elle était encore là. Après les révélations du fonds Marianne, après ce scandale d'État sans commune mesure depuis plusieurs années dans ce pays, où il y a eu un fonds créé au lendemain de l'assassinat de Samuel Paty, de l'argent distribué à des proches. Je veux dire, tout le monde a été choqué, même la famille de Samuel Paty a dit qu'elle était choquée par ce qui s'était passé. Et malgré le fait que Marlène Schiappa soit une très proche d'Emmanuel Macron, il ne pouvait pas la maintenir au gouvernement, et c'est une bonne nouvelle qu'elle ne soit plus membre de ce gouvernement. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Thomas Porte d'avoir pris quelques minutes pour nous répondre dans Les Vraies Voix sur Sud Radio pour une première réaction à ce remaniement qui se dessine. On rappelle que vous êtes député insoumis de Seine-Saint-Denis. Votre deuxième mot, Félix Mathieu, agonie. Une jeune femme vient d'être condamnée à 15 mois de prison avec sursis à Rennes. Elle avait filmé l'agonie d'un homme au lieu d'appeler les secours. Oui, dans une station du métro de Rennes fin mai, cette jeune fille de 18 ans était tombée sur une scène d'une rare violence. Un homme en train de saigner abondamment de la jambe après avoir été attaqué à la machette. Certainement une affaire liée aux stupéfiants. L'enquête est toujours en cours sur les faits eux-mêmes. Mais c'est la réaction de cette jeune témoin qui a été jugée hier au tribunal correctionnel de Rennes. Car au lieu d'appeler les secours, elle avait choisi de filmer la scène. Le jeune homme en train de tituber puis de s'effondrer. Ensuite, après avoir filmé, elle était repartie pour envoyer la vidéo à des proches. Le jeune homme est mort un peu plus tard et selon le procureur, il aurait sans doute une chance de survie si les secours avaient été appelés plus tôt. La jeune femme a expliqué hier qu'elle n'avait pas pensé à appeler les secours. Elle pensait que d'autres gens allaient le faire. Elle plaide aussi avoir agi sous le choc de cette scène ultra-violente. Elle est donc condamnée à 15 mois de prison avec sursis. Quant aux deux jeunes gens qui avaient partagé la vidéo sur les réseaux sociaux, ils écopent, eux, d'un sursis de 6 mois. Ça devient affolant. Le niveau monte. Aude Amadou, tout le monde y va avec son téléphone. Maintenant, on regarde un concert avec le téléphone, on regarde le Tour de France avec le téléphone et on fait tomber les coureurs. Je pense que surtout il faut avoir une vision globale, c'est-à-dire que effectivement les réseaux sociaux, cette volonté de toujours aller très vite donner l'information, elle est rentrée à une telle vitesse qu'on n'a pas suivi en mettant en parallèle une formation aux médias, à l'utilisation qui doit être faite à l'école, et on est trop juste là-dessus. Et je pense sincèrement qu'il faut aussi rappeler les valeurs de notre société, de notre République, c'est-à-dire assistance à une personne en danger. Voilà, c'est un des fondements de notre République. Mais il faut aussi, face à ces mots,
offrir des solutions. Et je pense que la formation média doit vraiment être renforcée à l'école. Oui, moi je rejoins parce que j'ai été choquée de la même façon lors de l'attaque au couteau dans le square, où les gens filmaient, alors que ce jeune homme courageux est allé aider. Et là déjà, ça m'a interpellée sur le sens de l'engagement citoyen, c'est-à-dire que quand quelqu'un est en danger, on y va. Et de la même façon, ces adultes qui ont vu le petit Émile et qui se sont pas demandé ce qui pouvait se passer d'avoir un petit enfant de cet âge-là seul, interpelle sur l'égoïsme qu'on peut avoir et ne pas prendre en compte son environnement dans une situation d'urgence ou de détresse. Et Salomon Malka, finalement, tout d'un coup, quand il y a quelqu'un qui aide, ça devient extraordinaire, alors que ça devrait être la normalité, finalement. Écoutez, on a toujours l'impression qu'on a vu le pire et on se rend compte qu'on peut toujours descendre encore plus bas. Et en tout cas, voilà un chantier immense pour le nouveau ministre de l'Éducation. On ne sait pas s'il pourra y faire face. On le lui souhaite, en tout cas. Bon, allez, on pousse le cri. Non, c'est la lionne, ça. Je le fais bien, la lionne. Je peux faire aussi l'accent belge. Les vraies voix de l'été avec Frédéric Brindel. Troisième mot, Félix Mathieu. Lyon. Avec cette chasse aux fauves qui s'est engagée à Berlin, en pleine ville. Oh là là. C'est bien si vous rigolez de vos bêtises en même temps. Des drones, des hélicoptères dans le ciel de la capitale allemande. Un animal sauvage, apparemment. Une lionne a été signalée depuis la nuit dernière dans les bois à quelques pas des habitations. Alors, stupeur, des Berlinois. J'étais sur le chemin du travail à vélo quand on m'a dit de m'arrêter ici à cause d'une lionne en liberté, explique un passant par exemple à l'agence France Presse, tandis qu'un autre qui semble avoir aperçu la bête renchérit. Je dois être honnête, j'ai un peu paniqué parce que c'est un autre calibre qu'un chien, donc je vais rentrer chez moi maintenant. À propos de chiens d'ailleurs, il y a un autre de ces Berlinois qui témoigne. J'ai 2 petites équelles, c'est probablement de la nourriture idéale d'un point de vue d'un lion. Alors maintenant je vais plutôt partir en voiture loin d'ici. L'alerte en fait a été lancée par un coup de téléphone vers minuit la nuit dernière. 2 passants avaient vu un sanglier se faire poursuivre par le fauve. De gros moyens déployés avec des équipes vétérinaires pour tenter de retrouver, de capturer l'animal. La police demande aux habitants des quartiers sud-ouest de Berlin de ne pas quitter leur domicile. Puis ensuite, la police a même étendu la zone d'alerte à des communes périphériques entre Berlin et Potsdam. En tout cas, les zoos, les cirques de la région étaient contactés par la police. La police qui ignore pour le moment ce qui a bien pu se passer et d'où cette lionne peut venir. Mais que fait cette lionne en liberté dans la ville? Allez vite vous cacher, Félix. Vous, Félix, vous pourriez être goulûment attrapé par la lionne. Goulûment. Oh là, ah bah oui. Oula, bah je oui. sais pas de quelle lionne vous parlez là, mais bon, bah voilà, les 3 mots dans l'actu. Il y a un livre comme ça de Vassili Grossman qui s'appelle Vie et Destin, où il raconte l'histoire dans un quartier d'un zoo à Berlin, dans un quartier de Berlin, un zoo où il y a une espèce de déluge. Et tous les animaux veulent s'échapper. Il y a un gorille là-bas et au matin on le trouve dans les bras du directeur du zoo. Et c'est une image magnifique qui clôt cette nouvelle de Vassili Grossman. Ah, merci pour cette belle histoire. Alors, chers auditeurs, vous allez réagir à tout ce qu'on dit aujourd'hui, comme tous les jours dans Les Vraies Voix. Vous nous appelez au 0826 300 300 et puis vous votez sur Twitter. Je vous rappelle que dans très très peu d'instants, c'est le lancement de notre grand débat. La question qu'on vous pose sur Twitter, c'est on le sait, dans le cinéma, dans la politique, dans le sport, dans les entreprises, les femmes sont victimes d'agressions. Est-ce qu'elles ont les moyens de combattre le harcèlement sexuel et les abus de pouvoir? Et pour l'instant, sur Twitter, vous nous dites non à 54% et oui à 46%. Donc c'est serré. C'est serré, ouais. Allez, on vous attend et restez avec nous surtout. À tout de suite. Vraie voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Nous avançons avec ces vraies voix, un nouveau trio, c'est le principe de cet été. Nous avons avec nous Salomon Malka, journaliste et auteur notamment de Elena Ferrante, à la recherche de l'ami prodigieux. Très joli livre que vous recommandez, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Nous l'avons montré d'ailleurs tout à l'heure à la chaîne YouTube, si vous regardez. On regarde sur YouTube, c'est vrai. On ne fait pas que de la radio, nous. 800 000 abonnés et c'est une grande joie. Plus maintenant, parce qu'on a dépassé. Ça monte. Sophie Gauguin est avec nous.
nous, elle est vice-présidente de la région Normandie. La Normandie, oh là là. Et puis Aude Amadou, ancienne députée et sportive de haut niveau. Elle a quitté l'Assemblée, elle voit ses amis, là. Elle nous donnera peut-être des petits scoops, je ne sais pas. Enfin voilà quoi. Si vous êtes sage. Ah merci Aude, merci. Allez, tout de suite, c'est le grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le harcèlement sexuel et les abus de pouvoir sont un fléau qui affecte malheureusement de nombreuses femmes dans le monde et puis en France aussi. Alors ensemble, on peut agir pour créer un environnement plus sûr et plus respectueux. Quels sont les moyens dont nous, les femmes, disposons, je peux le dire. Est-ce qu'ils sont suffisants? Quid de la justice et des peines encourues pour la violence, parce qu'elles sont assez légères en général. Alors ça nous amène à notre question du jour. Dans le monde du cinéma, dans le monde de la politique, dans le monde du sport, de l'entreprise, elles sont victimes de harcèlement. Alors est-ce que ces femmes, elles ont les moyens de combattre le harcèlement sexuel et les abus de pouvoir? Évidemment, chers auditeurs, vous pouvez réagir au 0826 300 300. Continuez à voter. Pour l'instant, c'est mitigé, c'est 54-46. Ouais. Et puis, Aude Amadou, je vais commencer par vous. Est-ce que, selon vous, on a les moyens aujourd'hui, nous les femmes, de combattre le harcèlement? Alors, les moyens. Dire qu'on n'a pas les moyens, ce serait un mensonge. Il y a quand même eu des avancées. Donc ça, c'est une certitude, mais c'est jamais assez. Le fait que la parole se soit libérée a apporté beaucoup de mots qui ont été mis en avant, et maintenant, c'est sûr qu'il faut trouver les solutions. La vraie difficulté, c'est que déjà, il y a un temps qui s'écoule par rapport à la liberté de parole, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des femmes qui sont victimes et que c'est toujours difficile de passer le cap de la colère, de la honte. Donc, c'est très très compliqué. Après, il ne faut pas oublier non plus qu'on est une société très patriarcale, c'est-à-dire qu'on a quand même les restes d'une société patriarcale. Enfin, la place de la femme dans la société française, il faut avoir rappelé quelques dates. Le droit de vote, c'est quand même très tardive. Une ouverture 47, de compte, 67. une ouverture de compte en 1973. Le viol qui est reconnu comme un crime en 1980. Enfin, vous voyez, déjà, on a quand même accumulé beaucoup de retard. Puis les écarts de salaire, et puis voilà, il y a beaucoup de choses. Donc effectivement, il y a des avancées, mais c'est jamais assez. Salomon Malka, nous avons plein de cas de figure. Judith Belair le disait, dans le cinéma, dans la politique, notamment vous qui êtes journaliste, qui êtes auteur, qui êtes au contact de ce grand monde. Il y a aussi la notion chez certains hommes de se dire j'ai du pouvoir, j'ai de la notoriété, j'en profite. Ça, c'était aussi très français. Oui, en même temps, j'ai l'impression que la notoriété joue parfois joue à charge dans beaucoup de cas de comédiens, que ce soit Nicolas Bedos, Gérard Depardieu, Harry Habitant, et ces comédiens, il faut bien le dire, ont été condamnés par... Alors, Harry n'a pas été condamné, Harry Habitant, là. Non, il n'a pas été condamné, mais le jugement a eu lieu et... Il est témoin assisté. Voilà, alors, il est témoin assisté. Information qui date d'aujourd'hui. Il avait été mis en examen, Harry Habitant, en novembre 2021 pour viol sur une femme de 23 ans. Il a finalement été placé sous le statut de témoin assisté. Voilà, ce qui va dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire que la machine médiatique va très vite et du coup, ça peut se retourner aussi. Les médias jugent avant y compris sur le plan justice, professionnel. Et c'est valable, c'est-à-dire qu'il n'a plus tourné et on doute fort qu'il puisse reprendre une vie professionnelle. C'est valable aussi. Il y avait une série dans Le Monde sur Gérard Depardieu et ce qu'il raconte, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, c'est une descente aux enfers. Cela dit, moi, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit par Aude. Je pense qu'il y a eu des avancées. Je pense que le mouvement MeToo a été très bénéfique, qui sanctionne aujourd'hui encore tous les jours les abus de pouvoir dans les entreprises, puisque malheureusement c'est souvent dans les entreprises que ça se passe. Maintenant, je le dis avec précaution, d'autant que ma fille est très à cran sur ces sujets. C'est vrai que nous les hommes, aujourd'hui, nous sommes évidemment très attentifs à tout cela, parce que on peut être jugé aussi assez vite. Ouais. Alors, ce que je veux dire, c'est que il faut veiller à ce que la parole des femmes soit crédible. Il faut veiller à peut-être une hiérarchisation des qualifications de ces agressions sexuelles. On ne peut peut-être pas mettre sur le même plan et au même niveau
toutes les formes d'agression sexuelle, et puis surtout, il ne peut pas y avoir de condamnation à mort sociale avant même que le jugement ne soit prononcé. C'est arrivé. On continue le tour de table, on en reparle. Hein, Sophie Gauguin, je voudrais vous faire réagir, mais juste avant, je vais citer Andrea Bescon. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, la réalisatrice. Je la suis sur Instagram. Voilà, moi aussi je la suis. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'elle poste. Tous les jours, elle poste une affaire. Hein. C'est assez impressionnant. Elle a un sacré courage d'ailleurs. On lui passe le bonjour. Sur la justice, justement, un extrait d'un de ses messages d'il n'y a pas très longtemps. Tu es un officier de police d'une 40aine d'années. Tu es condamné pour harcèlement sexuel sur une jeune femme de 22 ans. Tu t'es servi de l'autorité que te confère ta fonction et tu as utilisé le fichier pour rappeler ta victime sur son portable. Lors de l'audition, tu lui as demandé si elle aimait la sodomie et si elle portait des porte-jartelles. 2 autres victimes déclarent avoir vécu la même chose. Tu as été condamné à 2 mois de prison avec sursis et tu es juste suspendu 6 mois de tes fonctions. Dans 6 mois, tu retournes exercer au commissariat. Voilà, Sophie Gauguin. Je ne sais pas ce que ça vous évoque vous, mais moi ça me fait des frissons. Alors, je pense que sur ce sujet, effectivement, si les outils juridiques existent aujourd'hui et que des progrès ont été faits, la société ne progresse pas. Et c'est quelque chose qu'on doit combattre ensemble, les hommes, les femmes. Il y a une part d'éducation majeure, c'est-à-dire que on a un problème globalement en France, particulièrement sur le consentement. Moi, j'avais bien aimé cette campagne de communication sur ma jupe ne veut pas dire oui, le consentement, et puis sur la façon dont la parole est prise au sérieux, quel que soit l'univers dans lequel on soit, que ce soit le sport, la politique, la culture. Il y a beaucoup de débats sur le fait que est-ce que on doit séparer l'artiste de l'homme. Il y a un moment donné, il va vraiment falloir qu'on se pose cette question, parce que c'est pas parce qu'on est quelqu'un de connu qu'on ne doit pas non plus avoir des exemptions. Et la problématique pour ces femmes qui ont le courage, parce qu'elles sont peu nombreuses à porter plainte. Alors heureusement, la parole se libère, mais la plainte en tant que telle reste encore un geste très difficile, douloureux, surtout que quand on voit les délais dans lesquels la justice obtempère, même si effectivement la présomption d'innocence dans notre pays elle est là et on la respecte, mais encore une fois de la même façon, tant que le procès n'a pas eu lieu, la parole de la victime doit être respectée tout autant. Il y a éventuellement un danger de perdre son travail si on s'est mis aussi en situation. Et les délais sont très longs de délibération, et encore faut-il qu'il y ait des sanctions. Et je crois qu'il y a aussi de se dire, est-ce que je dois porter plainte, parce que finalement, est-ce que je vais être entendue et est-ce qu'il va y avoir une sanction judiciaire? Alors justement, sur les lois sur le viol, Frédéric, il y a un autre extrait d'Andrea Bescon qui m'a beaucoup touché. Alors je vous lis, tu es la France. Tu refuses d'inclure le viol dans la loi Union européenne luttant contre les violences faites aux femmes. Tu estimes que le terme exploitation sexuelle des femmes et des enfants tel que mentionné dans l'article 83 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est un défaut juridique. Tu dis que ça ne représente pas le viol. C'est quoi le viol pour toi en fait, si ce n'est pas une exploitation sexuelle? Aude Amadou, comment ça se fait que c'est aussi compliqué? Je pense que c'est compliqué pour plusieurs choses. Déjà, effectivement, Sophie l'a rappelé, les délais sont très longs, mais c'est toute notre justice qui est malade. C'est-à-dire que on peut pas prendre spécifiquement ce cas qui est très important pour notre société. C'est-à-dire que notre justice est malade. Elle est malade en délai, elle met du temps à agir. Donc ça fait vraiment défaut aux victimes, et du fait de pouvoir lutter contre ces agressions quand elles sont avérées. Après, moi, j'ai vraiment un point de vigilance sur le fait de vouloir absolument transposer des modèles en disant voilà, ce qui se fait en Espagne, il faut absolument qu'on fasse comme ce que fait l'Espagne. On a des traditions, on a une culture qui est différente, on a un logiciel aussi de pensée et de fonctionnement de nos institutions qui sont différentes. Donc là où je rejoins Sophie, c'est qu'il faut trouver collectivement une solution. Et là, c'est vraiment important. Mais collectivement, l'Europe, c'est collectif pour le coup. Non, mais l'Espagne, ils ont eu le courage de s'affronter dans une société hyper patriarcale, très machiste à des solutions radicales. C'est-à-dire que si vous êtes auteur de violences conjugales, on vient vous chercher chez vous, la police n'a pas honte de vous montrer dans la rue, et vous avez une juridiction spécialisée, ce que je défends depuis plus de 10 ans aujourd'hui en France, qui tranche rapidement. Donc heureusement qu'il y a des procureurs qui sont spécialisés dans notre pays et qui font avancer les choses, mais on va pas assez
assez loin. On va pas assez loin, pas assez vite. Vous donnez votre avis, chers auditeurs, au 0826 300 300. Si par exemple vous avez un cas concret à nous partager, faites-le. Avant de donner la parole à Salomon Malka, notre vraie voix, Nathalie, peut-être au 0826 300 300 de l'Essonne. Rebonjour Nathalie. Bonsoir. Rebonjour. Oui, donc Nathalie, vous avez envie de réagir, je suppose, à tout ce qu'on vient de se dire là. Qu'est-ce que ça vous évoque tout ça? Oui, je suis tout à fait d'accord avec les chroniqueurs, les journalistes et puis vos invités. C'est vrai qu'on a maintenant un référent harcèlement dans l'entreprise. C'est pas pour rien. En revanche, je pense qu'on a des moyens, on a des outils, la route est encore longue et curieusement, je vois d'ailleurs qu'il y a un regain d'harcèlement sexuel parce qu'ils innovent et qu'on ne le voit pas, on ne le perçoit pas tout de suite. Et il faut aussi se méfier aussi des dérives de MeToo. C'est-à-dire que il y a là parfois un choc entre les deux. Alors il faudrait pas que les dérives de MeToo remettent en cause la libération de la parole de la femme. Bien sûr. Ça me fait un peu peur. Salomon Malka, les dérives de MeToo, faudrait pas qu'elles remettent en cause la parole de la femme. C'est ce que nous dit notre auditrice Nathalie. Alors je voudrais que vous réagissiez là-dessus. Je voudrais dire d'abord que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure au sujet du délai du jugement. Et ça me paraît capital parce que parfois, avant d'arriver au jugement, les dégâts sont incommensurables. Mais il y a une chose sur laquelle j'aimerais bien mettre l'accent, parce que ça fait l'objet de discussions entre ma fille et moi, et je pense que... Juste, elle a quel âge, votre fille, Salomon? Elle a 40 ans. D'accord. Alors, on dit, c'est un argument qui est souvent employé, qu'on entend dans la bouche de certaines, ça n'est pas grave si, dans des cas particuliers, on a fait des impairs. Parce que, finalement, on avance comme ça. Et c'est en faisant des erreurs. Ses échecs et ses erreurs. On apprend de ses erreurs, et puis c'est pas grave parce que le collectif y gagne, et parce que l'histoire avance comme cela. C'est un argument qui n'arrive pas à me convaincre. Ah non. Ouais. Mais non, enfin, je veux dire, il n'y a pas d'erreur possible dans ce cas-là, Sophie Gauguin. Non, parce qu'on voit bien aujourd'hui, et c'est tout le lien sur cette société violente. Si on ne protège pas les plus faibles, et ça commence par les enfants, parce que les cas de pédocriminalité, les cas d'inceste, c'est exponentiel. Ouais. Ça explose en ce moment. Et on met ça sous le tapis gentiment. Oui, parce qu'on a honte, c'est pas honte. Et donc il faut aider à prendre en compte ces sujets-là. Et derrière, vous bâtissez une société violente et qui reproduit ce qu'elle a vécu. Et on le sait très bien, il n'y a pas de prise en charge psychologique. Et donc c'est vraiment inquiétant pour la société que nous sommes en train de bâtir. D'ailleurs, on le vit. Je crois qu'on ne peut pas se satisfaire d'avoir des erreurs. Enfin, je veux dire, c'est tellement destructeur quand on traverse une expérience comme celle-là, dans la dignité de la personne, qu'on s'en remet pas. Donc non, enfin je veux dire, et c'est une question d'éducation. Les pères doivent y prendre toute leur part. Et on saura très bien, oui, mais les pères. Oui. Bah non, mais les mères qui élèvent ces enfants, c'est toujours sur les mamans que repose la responsabilité. Là aussi, il est temps de partager l'éducation. Oui, oui, parce que la charge, si c'est encore une fois la maman, alors elle le fait, mais ça doit être partagé par les parents. Sophie Gauguin, je suis désolée, vous tous, je suis désolée, on va être obligé de couper ce débat parce qu'on a le Tour de France qui est en train d'arriver. Alors c'est quand même important. On revient dans un instant. C'est parti, jingle. Les fromages et produits frais lait de brebis 64 présente. Sud Radio fait son Tour de France. Et le Tour de France est en train d'arriver, cher Frédéric. Oui, vite, le sprint à Bourg-en-Bresse, c'est à vous, Vincent Barthaud, ça arrive. Et c'est les échappés qui ont gagné aujourd'hui. Effectivement, victoire de Peter Asgreen, le coureur de la Quick-Step, après une échappée incroyable de plus 180 km. Ils se sont échappés à 4 coureurs. On a cru à un moment qu'ils étaient pris par le peloton, mais un peloton fatigué, où on a eu du mal à s'organiser derrière pour reprendre ces coureurs, ces 4 coureurs qui ont réussi à conserver un léger avantage sur le peloton avec un
un vente d'eau. Donc victoire de Peter Asgreen, l'équipier d'Alaphilippe sur ce Tour de France. Vincent, c'est Casper Asgreen. Hein, Casper Asgreen, voilà, oui, pardon. Voilà, le Danois. Parce que je vous entends mal, j'ai un retour. Oui. J'ai un retour dans l'oreille. Merci pour ce point pour l'arrivée. Donc, comme quoi les échappés peuvent aller au bout, pas de changement au classement général. Allez, tout de suite, on revient sur notre débat. Sud Radio fait son tour de France. Avec les fromages et produits frais, lait de brebis 64. Encore un peu de temps, chers auditeurs, pour évoquer notre question du jour sur les violences, le harcèlement fait aux femmes. Je vous rappelle la question qu'on vous pose sur Twitter. Les femmes ont-elles les moyens de combattre le harcèlement sexuel et les abus de pouvoir? Vous n'hésitez pas évidemment à voter et puis à nous appeler pour réagir au 0800 26 300 300. Aude Amadou, vous avez vécu une première expérience dans la politique, vous avez été député pendant 5 ans. Il y a des cas dans la vie politique récemment, certains ont été condamnés comme Georges Tron, d'autres ont été mis en accusation sans pour l'instant être condamnés comme Damien Abad. Est-ce que la vie en politique pour une jeune femme qui arrive à l'Assemblée nationale, c'est difficile ? De toute façon, la politique est violente par définition. Donc effectivement, le sujet de la femme dans le monde politique en est un. Moi, personnellement, il m'est arrivé une fois d'avoir une expérience qui n'était pas au stade de l'agression, mais c'était on arrête de pleurer. Enfin voilà, c'était vraiment l'homme a le pouvoir. Voilà. Donc on va vous présenter sur des délégations à l'étranger, monsieur le député et mesdames. Voilà, c'est anodin. Mais en fait, ça commence par là. C'est pas du tout anodin. Pour eux, non, parce qu'en fait, quand on les reprend, ces messieurs, ils vous répondent arrête de pleurer. Bon, là, j'ai fait un signalement, mais je me rappelle de scènes qui étaient très marquantes. À chaque fois que Brune Poirson descendait pour répondre à des questions au QAG, c'est-à-dire qu'elle avait à peine ouvert la bouche. Question au gouvernement, voilà, elle avait à peine ouvert la bouche que déjà on était en train de mais c'est vrai d'ailleurs pour une majorité de femmes politiques. Là, Marlène Schiappa qui descend de son gouvernement, qui a fait la couve de Playboy où finalement elle est pas nue. Faut pas oublier qu'il y a d'autres hommes politiques, dont Michel Rocard à l'époque, qui avait fait la couve de Playboy. On n'en avait pas autant entendu parler. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça devient choquant quand c'est une femme, quoi. Alors, ce qui est très surprenant, c'est que une qualité pour un homme peut être un défaut pour une femme. Donc déjà, il y a vraiment un sujet. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être une femme qui va être très en alerte, un peu agressive, on va lui dire oh là, elle est agressive. Et un homme, il sait ce qu'il veut, il est convaincant. Donc déjà, sur un même qualificatif, que ce soit l'homme ou la femme, il y a déjà un différentiel. Donc je pense que sur toutes ces problématiques, il y a déjà un point de départ et les mots sont vraiment profonds. C'est-à-dire que c'est anodin. Mais au final, qu'on accumule, ça n'est plus. Sophie Gauguin, autre expérience de la vice-présidente du Conseil régional de Normandie. Oui, donc je suis en charge du développement économique. Ouais. C'est pas forcément là où on attend les femmes, parce qu'on est souvent relayé sur d'autres questions, l'éducation, le social, etc. Donc il faut revendiquer ses compétences beaucoup plus. Travailler beaucoup plus. Et souvent, oui, on doit justifier qu'on ait aussi de l'ambition. Voilà, faut se justifier d'avoir envie de progresser, d'évoluer en politique. Donc, bon voilà, j'ai passé ce stade-là, mais je pense qu'il faut sortir aussi de ce complexe en disant je vais pas en parler parce que si je dis que c'est différent pour une femme de faire de la politique. Finalement, on va me dire n'en fais pas puisque t'es pas capable. Et je crois que ma génération doit complètement sortir de façon très cool de cette espèce de complexe, à ne pas oser dire que c'est différent, parce que forcément ça l'est, et c'est encore assez injuste dans la façon dont on doit justifier de nos compétences, d'avoir envie de progresser, de partir dans des campagnes sans avoir le stickers, par exemple, de mauvaise mère quand vous faites des discours le dimanche matin. Après, si je peux rebondir, il y a aussi rapidement, très rapidement, c'est-à-dire que les femmes aussi ont ce défaut de toujours se rassurer en s'entourant d'hommes. C'est-à-dire, moi, j'ai quelque chose qui est très marquant. On prend Valérie Pécresse qui avait attaqué sur son meeting, qui franchement, voilà, c'est pas mes idées, c'est pas mon parti, mais franchement, l'exercice est très difficile. Sauf que quand on revient en arrière, on se dit voilà, c'est une femme qui va arriver au pouvoir. Mais en fait, on lui colle un exercice d'homme. Cet exercice, il n'est pas fait pour une femme. C'est-à-dire qu'aussi, c'est à nous de se prendre en main et de dire, voilà, et de dire voilà, moi je suis capable de faire ça, je suis pas capable de faire ça. Et il y a tout un changement, c'est-à-dire qu'il faut avoir du courage politique. Merci à toutes les deux pour cette expérience. Bon, Salomon, nous en tant qu'hommes, nous avons apporté notre contribution au débat, mais évidemment, c'était à nos vraies voix femmes de nous faire partager leur expérience. Judith.
Oui, parce que moi, je suis pas une femme, c'est sûr. mais vous êtes la présentatrice. Je reste là et vous restez là aussi. Hein. On parle vrai sur Sud Radio avec nous. Restez là avec nous. Bientôt, c'est le quiz de l'actu. Et voilà, hein, c'est le jeu avec notre chère auditrice en plus, Nathalie. Allez, à tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h. Frédéric Brindel, Judith Belair. 17h54 sur Sud Radio. Merci de nous avoir choisis. Tout de suite, c'est le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors, vous redonnez un peu les règles, hein, quand même, 2 secondes. Oui, là. Nathalie qui est avec nous de l'Essonne. Bonjour Nathalie, rebonjour. Combien de fois on va vous dire bonjour? On va finir par lui dire bonsoir. Et au fait, Nathalie, vous m'entendez? Oui. Bonjour. Oui. Voilà. Alors, donc, vous allez choisir une des 3 vraies voix. Vous faites équipe tous les deux. 2 vraies voix contre Nathalie et la vraie voix de son choix. Alors, il y a l'équipe A et il y a l'équipe B. Seule l'équipe A répond quand on pose une question A. L'équipe B peut éventuellement prendre le point si l'équipe A n'a pas répondu. Avec qui, Nathalie? Sophie Gauguin. Très bien. Voilà. Allez, c'est parti. Sophie et Nathalie contre Salomon et Aude. Question 1. Dans quelle ville pyrénéenne le Tour de France féminin se terminera-t-il le 30 juillet prochain? Nathalie ou Sophie? Alors, je sais pas, pyrénéenne. Nathalie, une petite réponse? Ça se voit que vous aimez le vélo. Oui, excusez-moi, j'ai d'autres. Une ville pyrénéenne. Nathalie. Très bonne réponse. Voilà. Sophie Gauguin. Au moins, je connais ma géographie. Qui en bonne normande est membre de la patrie de Jacques Anquetil, connaît parfaitement le cyclisme. Et le Tour de France féminin, attention, c'est aussi important que le Tour de France masculin, et c'est du 23 au 30 juillet prochain, Serge d'auditeur. Voilà, question B donc pour Aude et Salomon. C'est parti. Quel pays a gagné la première Coupe du Monde de football féminin en 1991? L'Amérique. Bien, très bonne réponse. Voilà, les États-Unis qui ont gagné en 91, 4 fois vainqueurs, c'est le record, et ils sont tenants du titre. Et ça va commencer là, ça a commencé, ça y est. Voilà. Alors, c'est parti. Bon, elle est facile celle-là. Hein. Dans le gouvernement sortant de Madame Elisabeth Borne, qui était la ministre de la Culture? Alors, Sophie ou Nathalie? Madame Abdel Malak, non? Oui, Abdul Malak. Elle fait comme moi. Je change un petit peu les noms. Elle rebaptise les gens. Bon, Nathalie a donné la réponse. Voilà, vous menez 2-1 l'équipe A. Bravo Nathalie. Équipe B, c'est parti. Dans le gouvernement sortant d'Elisabeth Borne, qui était ministre chargé des relations avec le Parlement? Franck Riester. Franck Riester, Aude Amadou. Elle connaît sa géographie. Ouais. Si vous ne l'aviez pas eu, Aude Amadou, vous étiez inexcusable. Allez, équipe A, 3e et dernière question. Avec quel pays la Chine a entamé aujourd'hui des exercices militaires conjoints en mer du Japon? Nathalie et Sophie. Taïwan. Oh là là. Taïwan, vous dites? Faux. Bah non. Oui, non, pardon. Non. Oui. Nathalie. Non, pas la Corée du Nord. Allez, possibilité de prendre 2 points. Salomon et Aude. Je sais pas. Alors, essai militaire de la Chine avec? Avec qui ils font des câlins? Les Indiens? Les Indiens, non. Elle a dit. Non, mais Sophie, elle n'a plus le droit de jouer puisqu'elle était dans l'équipe A. Je ne donne pas le point. C'est une réponse. C'est une réponse. C'était la Russie. Ça veut dire qu'on triche tout le temps avec Cécile de Minibus. Non, mais c'est pas le même jeu. Je suis très content de voir que vous regrettiez l'équipe précédente, mais nous avons une éthique, madame. Faire avec nous. Voilà. Alors attention, tout se joue là-dessus. Évidemment, si Aude et Salomon répondent, vous avez gagné. Top. Dans quel pays européen de nouvelles grèves se sont déclenchées pour des augmentations de salaire face à une inflation record? Espagne. Non. Le Royaume-Uni, très bonne réponse d'Aude Amadou. C'est l'équipe B qui gagne, Nathalie et Sophie. Les sportifs. Allez, chers auditeurs, vous restez avec nous. Le programme qui suit, c'est le tour de table de l'actu des vraies voix. Le débat à 18h30, je vous rappelle vite fait la question quand même, un remaniement en cours. On a déjà quelques noms. Monsieur Macron, Madame Borne sont dans leur bureau. Pour vous, ce remaniement ministériel, il est quoi? Il est pertinent? Il est décevant? Il est sans intérêt? Vous restez avec nous. Puis il y aura aussi, ça clique sur les réseaux avec Félix Mathieu. À tout de suite.
Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Les vraies voix de l'été, on parle vrai, même hors antenne, hein, bien sûr, bien sûr. Voilà. Bon, en ce jour particulier de remaniement où les informations arrivent petit à petit, et ça tombe bien parce que avec nos vraies voix du jour, nous pouvons tout de suite réagir, notamment l'ancienne députée Aude Amadou qui fait sa première dans les vraies voix ce soir. Oui, et puis elle n'était pas qu'ancienne députée, aussi sportive de haut niveau. Hein, oui, j'ai même eu l'occasion de la commenter. De commenter quelques de ces matchs. Voilà. Et puis nous sommes avec Salomon Malka, journaliste et auteur de Elena Ferrante à la recherche de l'amie prodigieuse, publié chez Écriture. Et aussi Sophie Gauguin, qui est vice-présidente de la région Normandie. Voilà, nous sommes là tous ensemble. On vous rappelle quand même le coup de projecteur des vraies voix à 18h30. Hein, le remaniement est en cours. On a déjà pas mal de noms qui sont sortis. On sait que Marlène Schiappa s'en va, Pape Ndiaye aussi. Voilà, vous n'hésitez pas à réagir sur Twitter. Hein. On vous pose la question, est-ce que pour vous, ce remaniement ministériel est pertinent, décevant ou sans intérêt? N'hésitez pas à voter, puis à nous appeler pour réagir aussi au 0826 300 300. Tout de suite, ça fait du clic sur les réseaux. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Le top de vos clics pour la journée, Félix Mathieu. Le top de vos clics, et ce n'est pas une contrepétrie, Félix Mathieu. Voilà, on s'amuse bien, vous avez vu, entre nous. Je cherche la contrepétrie. Ouais. Alors, en tête des sujets les plus commentés ce soir sur Twitter, c'est quoi le remaniement. Le remaniement, oui, qui s'en va, qui arrive au gouvernement. Les noms ont fuité au compte-gouttes tout l'après-midi. Aurore Berger, fidèle députée macroniste depuis le début, jusqu'ici présidente du groupe Renaissance, arrive au gouvernement comme ministre des Solidarités. Ce qui n'échappe pas à l'insoumis Adrien Clouet sur Twitter. Il partage un compte-rendu de vote en écrivant: donc la nouvelle ministre des Solidarités s'est notamment distinguée en votant contre l'allongement du congé pour enfants décédés. On sent tout de suite la fibre sociale et humaniste. La rentrée sera chaude. Bon, autre réaction, celle du compte Twitter, le coin des LGBT+, qui ressort des tweets de 2013 quand Aurore Berger militait au sein de l'UMP contre le mariage pour tous. Après s'être opposée au mariage pour toutes et tous, Aurore Berger s'est concentrée sur la lutte contre le droit des personnes trans, accuse ce compte Twitter LGBT+, en ressortant notamment des tweets dans lesquels Aurore Berger sous-entendait que certains militants trans allaient, disait-elle, je cite, invisibiliser les femmes. De l'autre côté de l'échiquier politique, Gilbert Collard note, lui, que Marlène Schiappa quitte le gouvernement. Qu'elle n'imagine pas, écrit Gilbert Collard, qu'elle n'imagine pas que nous allons oublier le fonds Marianne. On attend toujours des comptes sur les comptes, écrit l'ancien député RN rallié à Reconquête, Gilbert Collard. La droite, où beaucoup se réjouissent du départ de Pape Ndiaye à l'Éducation nationale. Bon débarras que Pape Ndiaye retourne faire sa propagande sur le racisme systémique à l'université et insulter la France depuis l'étranger. Ça, c'est ce qu'écrit l'essayiste, plutôt de gauche, mais de gauche souverainiste, Paul Melun, qui se réjouit donc du départ de Pape Ndiaye. Des réactions à chaud. Aude Amadou, une petite réaction sur toutes ces nouveautés. Alors je note que tout le monde dit aucun intérêt sur ce remaniement, mais tout le monde s'y intéresse. Voilà. Au final, on se rend compte que ça intéresse tout le monde, aussi bien des politiques et des écrivains. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que les Français aiment la politique. On est un peuple qui aimons la politique et on fait toujours de la politique. Donc ça ne m'étonne pas du tout. Mais on aime bien dire en avant aucun intérêt, ça ne nous intéresse pas. Et on trouvait le contraire. Salomon Malka, c'est très français, c'est-à-dire qu'avant même les preuves faites, on critique aussi. Hein. Donc là, ça va très loin sur Twitter. Oui, j'ai pas envie, ayant écouté Aude, de dire un remaniement pour rien, mais je suis désolé, j'ai envie quand même de demander un remaniement. Pourquoi faire? Et c'est un problème, ça, parce que on a l'impression qu'il y a eu des douleurs d'accouchement, les tractations ont duré des heures, etc. L'Élysée voulait un remaniement substantiel, et Matignon voulait un remaniement à mi-lima, et on a eu une espèce de... Pardon Salomon, mais au moment où nous parlons, il est 18h12, l'annonce officielle n'a pas encore été faite. C'est parce que des informations qui sont vérifiées nous donne les 7-8 noms qu'on vient de vous révéler. Oui, ça a fuité, quoi.
En tout cas, moi j'ai l'impression, je peux me tromper, mais ce remaniement n'apporte aucune solution aux problèmes qui sont posés. On pouvait supposer que le gouvernement allait tenter d'ouvrir un tout petit peu sa majorité et d'aller chercher, à défaut d'un accord avec les Républicains qui est pour l'instant improbable, qu'il allait chercher un rapprochement et il n'y a rien de tel. Il n'y a pas non plus de grosses surprises, pardon, je peux me tromper, mais il n'y a pas de grosses surprises. Gabriel Attal à l'Éducation nationale, enfin Gabriel Attal dans le gouvernement, ce n'est pas une surprise, mais à l'Éducation nationale, peut-être un petit peu, ça peut. Voilà. C'est vrai que c'est pas une surprise qu'on ait demandé à Pape Ndiaye de se retirer, mais c'est une surprise. Sauf, encore une fois, je l'ai dit au début de cette émission, j'ai l'impression quand même qu'il ne se rend pas compte que c'est un budget énorme, c'est très lourd, les problèmes. Il a 34 ans. Et voilà. Est-ce qu'il saura faire face à ces difficultés? Je pose la question. Le président de la République n'est pas beaucoup plus âgé. Hein. Non, mais c'est quand même une stratégie très macronienne à laquelle on assiste là, c'est-à-dire une mise en scène permanente. Il y a d'abord eu les 100 jours, où ça devait être les 100 jours de l'apaisement, puis finalement on a vu le résultat dans lequel est la France aujourd'hui, pas apaisée socialement, les questions de pouvoir d'achat pas résolues non plus, dans l'actualité, on le disait tout à l'heure. Donc les 100 jours, c'est un concept qui est usé en termes de communication. Ce qu'attendent les Françaises et les Français, ce sont des solutions. Et donc là, on est sur un truc de personne, un remaniement de personne, mais le cap politique, finalement, il n'y a aucun signal qui est envoyé, puisque le vrai changement politique, il est quand on change un Premier ministre et qu'on rebâtit une stratégie gouvernementale. Là, en l'occurrence, les premiers signaux, même si c'est pas officiel, c'est qu'il n'y aura pas de changement de cap. Mais justement, par rapport au statut des femmes dont on parlait tout à l'heure, est-ce que vous ne pensez pas que s'il avait fait descendre Elisabeth Borne, M. Macron, finalement, ça aurait été un mauvais message aussi envoyé à la deuxième femme ministre, première ministre, je le rappelle, dans l'histoire de France. Je ne sais pas, mais moi, ce que j'attends toujours, c'est une expression du président de la République sur les violences faites aux femmes. Je ne l'ai jamais entendu en 6 ans. Sur la protection juridique, les atteintes sexuelles, je ne l'ai jamais entendu une seule fois se prononcer sur le sujet. Donc déjà, sur ces sujets de fond qu'on a évoqués tout à l'heure en première partie, il ne s'est jamais exprimé. Il n'a jamais pris la défense ni de la ministre de l'égalité, que j'ai déjà eu le plaisir de rencontrer, Madame Rome. Jamais il ne s'est exprimé sur ces questions. Donc au-delà de la première ministre... J'ai pas l'impression, Aude Amadou, d'accord avec ça, ça fait partie quand même des gros dossiers. Bah oui. Je pense qu'il y a eu un Grenelle. Je pense que de toute façon, par définition, dans cet environnement, de toute façon, rien ne convient à personne. La politique par excellence, c'est de l'ingratitude. Donc s'il avait pris la parole, on lui aurait dit il a pris la parole, c'est Jupiter. Il a une ministre, elle a un portefeuille, c'est fait pour ça. Moi, pour avoir échangé par rapport au Grenelle, il y a eu de l'action qui a été faite. Les prises de parole, elles ont été là. Moi, où je peux rebondir quand même sur ces... Alors moi, j'aime pas le terme remaniement, mais il y a quand même quelque chose à retenir, c'est qu'effectivement, il y a une pertinence parce que la temporalité, elle est importante. C'est-à-dire qu'à la rentrée, on entame le tunnel financier, c'est-à-dire qu'il va durer octobre, novembre, décembre. Donc on ne peut pas non plus créer de l'instabilité. Donc on fait des réajustements. Pour moi, c'est tout à fait logique. Derrière, de dire qu'il se passe rien, moi je pense qu'il y a quand même un gros message qui est lancé, c'est-à-dire que c'est très politique. Et donc ça répond à une échéance qui sont les européennes. Pour moi, ce remaniement jusqu'à présent est quelque chose de très politique. On met des personnes très politiques à la manœuvre. Et ça, c'est très important de le retenir. On va continuer cet échange, mais juste avant, on laisse quand même terminer Félix Mathieu sur sa clique sur les réseaux. On revient sur ce remaniement, évidemment, dans notre coup de projecteur de 18h30. Restez avec nous, chers auditeurs. Un autre sujet, Netflix se frotte les mains, Félix, après avoir mis fin au partage du mot de passe. Et oui, la décision avait été abondamment critiquée il y a quelques semaines. Plus possible de refiler son mot de passe Netflix à sa petite sœur ou à sa grand-mère pour leur permettre de regarder les séries, pour partager son compte. Si on ne vit pas sous le même toit, souvenez-vous, quand ça avait été annoncé, tout le monde y était allé de ces menaces de se désabonner, trouvant ça inacceptable. Sauf que, en fait, depuis ça, c'est plutôt le contraire qui s'est passé. Il y a une vague d'abonnements. Netflix indique avoir gagné 5 800 000 abonnés au deuxième trimestre.
trimestre. 238 millions au total en abonnés, 1,5 milliard de $ de bénéfices entre avril et juin. Netflix qui promet de renforcer même la traque contre les partages de comptes. Objectif, un abonnement pour un seul foyer. Visiblement, eh bien non, ça ne fait pas perdre des abonnés, bien au contraire. Merci beaucoup Félix Mathieu. Félix. Chers auditeurs, merci d'avoir choisi Sud Radio. Vous avez bien raison, c'est la radio du parlons vrai, c'est la radio de l'authenticité. Et puis on va justement... De l'amour aussi. De l'amour. Ça c'est vous qui le dites. Non, ah bon, d'accord. Il a envie de se marier, mais peut-être pas avec moi. Encore ? Oh non. Allez, chers auditeurs, on vous pose la question sur Twitter pour vous, ce remaniement ministériel. Qu'est-ce qu'il a ? Il est pertinent, il est décevant, il est sans intérêt. Vous nous appelez au 0826 300 300, vous votez sur Twitter. Et puis juste après la pub, ça va être le tour de table de nos vraies voix. Et puis évidemment notre grand débat de 18h30. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h. Frédéric Brindel, Judith Belair. Les vraies voix sont là, prêtes à dégainer, ce qui n'est pas le cas pour l'instant du président de la République sur la révélation de ses ministres. Mais enfin, nous avons quand même les grandes informations et nous allons avancer avec nos 3 vraies voix. Aude Amadou, Sophie Gauguin et Salomon Malka. Et chers auditeurs, vous votez sur Twitter à nos questions du jour. Alors justement, pour vous, ce remaniement ministériel, qu'est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il est pertinent ? Est-ce qu'il est décevant ? Est-ce qu'il est sans intérêt ? Alors vous êtes quand même tous d'accord pour penser qu'il est sans intérêt à 85%. Et c'est ça qui rend intéressant notre débat. Du coup. Voilà. Tout à fait, comme disait Aude Amadou tout à l'heure. Et puis il y a quand même 12% des auditeurs qui le trouvent décevant. Voilà, pertinent, il y en a très peu, on est à 3%. Alors, c'est vrai qu'on a déjà donné pas mal de noms. Il peut peut-être y avoir au dernier moment une belle surprise qui ferait remonter. Bon, voilà, c'est ça. On y va alors là ? Allez, c'est parti. Tour de table. Tour de table des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine ? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée ? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. C'est à Sophie maintenant. Sophie Gauguin, les archéologues à Saint-Denis. Oui, j'ai été choquée de découvrir cette actualité où, encore une fois, les femmes ne peuvent pas exercer librement leur métier sans être invectivées, sans qu'on remette en cause leurs compétences, leur habillement, la façon dont elles... Il faut peut-être rappeler aux auditeurs ce qui s'est passé. Que s'est-il passé ? Oui, il y a un chantier de fouilles archéologiques à Saint-Denis et de ce qu'on relate dans les médias, elles auraient été invectivées sur leur tenue, leur demandant de se rhabiller, de se tenir plus correctement sur le chantier parce qu'effectivement, vous êtes en situation de creuser sur le sol, etc. Et donc, des passants. Les passants. Les passants, les habitants du quartier. J'ai vu que les élus s'étaient mobilisés pour leur venir en aide et les inviter effectivement à porter plainte. Mais la question du respect de la place des femmes dans la société, quelle que soit leur fonction, est primordiale aujourd'hui. Ça rejoint le débat tout à l'heure. On voit bien que c'est fragile à chaque instant, que ce soit sur les tenues, sur les attitudes, les propos. Moi, je crois qu'il est temps qu'on se réveille sur ces menaces qui pèsent en permanence sur le droit des femmes et l'égalité. Juste une précision, Sophie, vous nous confirmez, c'est bien le Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Oui. Voilà. Non, parce qu'il y a d'autres Saint-Denis. Oui. Voilà. Donc voilà. Et pour placer le contexte aussi. Exactement. Tiens, on va faire réagir un homme un peu à cela, Salomon Malka. Qu'est-ce que ça vous évoque ? J'ai vu ça. Cette interdiction d'être en short en République, quand même, c'est spécial. Voilà, oui. Parce que ça a commencé en fait avec l'arrivée des fortes chaleurs et les tenues adoptées étaient des tenues un peu estivales et donc ça a donné lieu. On est en été. Il fait chaud. Oui. Non, mais c'est. On est en été, on est en France. Laissez-le parler. On va pas l'agresser tout de suite. Que la mairie c'est dingue, on peut pas aborder ce sujet. Je renverserai de l'autre côté aussi, c'est-à-dire qu'il a commencé à parler, vous dites non. Donc écoutez-vous tous les deux. Voilà. Je disais tout à l'heure simplement hors micro que c'est la preuve aussi que toutes les couches de la société sont touchées, que tous les milieux sont touchés, pas seulement le milieu de la politique. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment des gens qui sont dans les chantiers et qui s'en prennent, qui sifflent, qui harcèlent, qui s'en prennent directement à ces archéologues. Et il faut dire simplement que, mais vous l'avez dit, que la mairie a lancé un appel, pas seulement pour que
des plaintes soient déposées, pas seulement, mais elle a affiché sur le sentier que invitant les gens à respecter et que le non-respect serait l'objet de poursuites comme le prévoit la loi. Mais il faut y aller vraiment sur les poursuites parce que c'est intolérable. Au Damadou, il y a quand même un problème global dans notre République, c'est-à-dire qu'on oublie les fondements essentiels du fait qu'on peut s'habiller comme on veut en France. Alors, on peut s'habiller comme on veut en France, mais on le rapporte toujours à la femme. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais d'une qualité qui peut être une qualité pour un homme et un défaut pour une femme. Un homme en short, ça ne choque pas. Et je vais même aller plus loin avec un peu de légèreté. Le maçon qui est en short, on voit le sourire du maçon, ça fait sourire. Par contre, une femme, tout de suite, c'est... c'est le string qui dépasse, ça devient compliqué, quoi. Et on n'a même pas besoin d'aller jusque-là. C'est là où c'est grave. Alors on va passer à votre tour de table à vous justement au Damadou à l'occasion de l'ouverture de la Coupe du Monde de football féminin. Vous voulez lancer justement, tiens on parle de femmes, un message d'encouragement à notre équipe de France féminine. Ouais, je pense qu'on n'a pas assez parlé. Si ça avait été la Coupe du Monde de football masculin, alors là on en aurait entendu parler matin, midi, soir à chaque heure. Voilà, l'ouverture elle se fait aujourd'hui. Donc c'est en Australie aussi. Peu importe, regardez au Qatar. N'oubliez pas le Qatar, on nous a bassinés quand même pour cette Coupe du Monde, qui est un événement important. Et je pense que c'était l'occasion aujourd'hui de leur lancer tous nos encouragements parce qu'elles représentent aussi notre pays, qu'elles ont des chances de pouvoir décrocher peut-être une première étoile, quels sont aussi des vecteurs d'émancipation pour la femme, parce que le sport est un vecteur d'émancipation. Je note aussi qu'il y a des pays qui font leur entrée dans cette Coupe du Monde, notamment la Zambie qui fait sa première Coupe du Monde. Et par rapport au sujet qu'on a évoqué avant, moi j'aimerais aussi amener que le sport permet pour certains pays et certaines femmes de s'émanciper. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, on entame des débats parce que on est dans un pays laïque, donc il y a eu des polémiques sur le port du voile. Mais moi, qui suis sportive, c'est vrai que dans des pays où les femmes, on n'a pas le droit de faire de sport, qui est nation qui fasse concourir une femme avec un voile, je me dis c'est un premier pas. Et j'avais envie de lancer ces encouragements à notre équipe, à toute belle équipe de France, et espérons qu'elle nous ramène une première étoile. Sophie Gauguin, on a l'impression que ça y est, le sport féminin commence à prendre un peu de place dans les médias. On a quand même cette petite flamme. Ouais. Doucement. Ouais. Doucement. Bon. Mais doucement. Je partage votre opinion. J'ai commenté l'équipe de France de handball féminin toute ma vie et c'est vrai. Mais vous le dites, oui, on parlait plus des garçons. Oui, non, mais on a encore des progrès gigantesques à franchir sur tout un tas de sujets. Enfin, ça commence par l'éducation. Ça commence par l'éducation. Il y en a, pardonnez-moi, qui ont une préférence pour le football féminin, qui trouvent ça plus technique, plus esthétique, plus agréable aussi. Je ne sais pas si c'est votre cas, c'est mon cas en tout cas. Écoutez, on parlait du handball, par exemple, le handball masculin est plus systématique chez les hommes parce que y a confrontation directe, alors que chez les femmes, il y a d'autres tactiques. Je passe sous le contrôle. Un petit peu quand même de contact, mais moi je voulais revenir sur quelque chose qui est très important. On est quand même à 1 an des Jeux Olympiques. Il faut quand même se rappeler que Pierre de Coubertin parlait qu'il ne voulait pas d'Olympiade femelle. C'est-à-dire que quand Alice Milla s'est battue pour que les femmes puissent rentrer dans ces Jeux Olympiques, ça a été des conflits énormes. Enfin, imaginez aujourd'hui... Il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Olympiade femelle. Bon, aujourd'hui, il y a des sports où on attend plus que les femmes. Je pense au judo. Les filles au judo, ça va être magnifique. Bon, il y a Teddy Riner, le garçon, mais c'est les filles qu'on suit surtout. Voilà, bon, ça, il faut le développer. Il y a une mixité aussi dans ce sport. Il faut dire que la France est favorite et que le ministre des Sports a déclaré, je ne sais pas s'il est encore en poste. Amélie Oudéa-Castéra, a priori, ça irait pour elle. Voilà. Donc elle est toujours en poste et elle a dit que la finale était à la portée de l'équipe de France. Eh bien, écoutez, on va prier pour elle. Allez les Bleus, voilà. Exactement. Chers auditeurs, vous l'avez bien compris, vous êtes dans les vraies voix de l'été sur Sud Radio. Dans quelques instants, ça va être le coup de projecteur de ces vraies voix. On vous rappelle le sujet du jour, ce remaniement en cours. On n'a toujours pas l'annonce officielle. Alors qu'est-ce qu'il est pour vous, ce remaniement, même si on n'a que quelques noms pour l'instant? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est décevant? Est-ce que c'est sans intérêt? Vous nous appelez évidemment au 0826 300 300 au standard de Sud Radio. Aude vous attend. Et puis vous votez sur Twitter et puis vous restez avec nous parce qu'on revient. Voilà. Oui, et puis on est en forme. En plus, on est en forme. Voilà. Sud Radio. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h. Frédéric Brindel, Judith Belair. 18
18h31 sur Sud Radio avec une petite minute de retard, mais bon, c'est pas trop grave, hein, c'est le coup de projecteur des vraies voix. Je vous rappelle nos éditorialistes, chers auditeurs. Salomon Malka, qui est journaliste et auteur de Elena Ferrante, à la recherche de la nuit prodigieuse, publié chez Écriture. Sophie Gauguin, vice-présidente de la région Normandie, et Aude Amadou, ancienne députée et sportive de haut niveau. Frédéric. Allez, c'est parti. Nous, on avait une minute de retard, mais le gouvernement, par rapport à ce qu'on imaginait, au moins 12 heures de retard, parce mais que est-ce qu'il y a un remaniement Oui, a priori, nous avons des infos. Allez, on y va. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Alors, Gabriel Attal à l'Éducation nationale, en lieu et place de Pape Ndiaye. Aurélien Rousseau à la santé. Aurore Berger aux solidarités. Les nominations marquantes ont déjà fuité. Nous pouvons donc avancer. Nomination également de Patrice Vergriette, ministre du Logement, de Philippe Vigier à l'Outre-mer. Nous savons que Marlène Schiappa quitte son ministère. Il y aura un conseil des ministres demain matin à 10h. Est-ce que le remaniement ministériel complet aura été? Ça serait bien. En tout cas, nous pouvons d'ores et déjà en discuter et nous vous reposons la question du jour. Oui, alors qu'est-ce qu'il est pour vous ce remaniement, chers auditeurs? Est-ce qu'il est pertinent? Est-ce qu'il est décevant? Est-ce qu'il est sans intérêt? Alors justement, le temps d'aller sur mon Twitter, vous a pas beaucoup bougé depuis tout à l'heure. Il est à sans intérêt, à 85% pour vous. Mais quand même, il vous intéresse. Alors on file au standard 0826 300 300. Vous n'hésitez pas à nous appeler, à réagir, etc. Puis on reçoit aussi Kevin Mauvieux. Kevin Mauvieux, vous êtes député RN de l'Eure. Bonsoir, bienvenue. Merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous. Une réaction déjà. Bon, quelques nominations, ce n'est pas complet, nous sommes d'accord, mais ça se resserre et beaucoup de proches d'Emmanuel Macron dans ce gouvernement. Exactement, et j'irai dans mon commentaire dans le même sens au final que vos auditeurs, à savoir qu'on est sur un remaniement qui en réalité est plus un ajustement et qui est totalement sans intérêt pour les Français. En réalité, si on devait prendre une image pour illustrer un peu ce qui se passe, on a un peu l'impression que là le gouvernement est en train de jouer aux chaises musicales, on change de chaise, on tourne, mais la musique derrière reste la même, et tant que la musique reste la même, rien ne change. Et je pense que le signal le plus important qui a été envoyé par rapport à l'image que je vous donne, ça a été le signal de dire on garde Elisabeth Borne, on garde la première ministre des 100 jours d'embrasement de la France, on garde Gérald Darmanin à sa place d'ailleurs, qui est aussi le ministre de l'embrasement, et on continue comme ça. Donc en réalité, effectivement, on croit qu'on va calmer quelques ardeurs dans le pays en changeant quelques noms, mais ça ne changera absolument rien parce que la politique restera la même. Kevin Mauvieux, vous restez avec nous, hein, on fait le tour de table avec nos vraies voix, vous intervenez aussi. Aude Amadou, est-ce que vous pensez que c'est le but et qu'il faut calmer les ardeurs, comme le dit Kevin Mauvieux justement, et que c'est le but de ce nouveau gouvernement ? Moi, ce que j'aime en politique et ce qui ne se passe plus, c'est cette démagogie. À un moment donné, il faut arrêter d'être démagogue, c'est-à-dire faire dire ou faire ce que chacun aurait fait à la place de l'autre. On peut quand même dire que les mandats d'Emmanuel Macron ont été quand même marqués par une succession de crises. Aujourd'hui, on a quand même eu encore ces émeutes. Ces ajustements étaient attendus pour pouvoir répondre à cela. Mais politiquement parlant, on ne pouvait pas repartir sur un nouveau gouvernement avec les échéances qui arrivent très prochainement, c'est-à-dire cette loi sur l'immigration, qu'on sait qui va être très clivante à l'Assemblée nationale, et puis aussi la loi de finances et le budget de la France. Ouais. Donc de toute façon, en toute sincérité, de manière factuelle, que ce soit toutes les oppositions possibles et inimaginables, elles auraient toutes fait la même chose. Et je pense qu'il faut dire la vérité, et c'est ce qui se passe. Les oppositions, elles auraient fait la même chose de toute façon, Salomon Malka, selon vous ? Écoutez, j'ai l'impression, il y a une chose qui me frappe, c'est la manière dont ce casting est annoncé. Il y a un certain nombre de gens dont on annonce les noms, d'autres qui sont encore des sièges inoccupés, d'autres qui partent, mais on ne sait pas qui va les remplacer. Par exemple, Marlène Schiappa, alors, elle était persuadée elle-même qu'elle allait rester et elle s'en va. C'est quand même assez... je veux dire, bon, elle a réalisé un certain nombre de choses. On ne peut pas le nier. Pour le droit des femmes aussi. Pour les droits des femmes également. Le casting de Pape Ndiaye, je veux dire... Et de François Braun aussi. Il y a des... Oui.
on peut s'interroger sur ce qui a été réalisé par Pape Ndiaye, ni même ce qu'il a voulu réaliser. Il arrive, on ne sait pas pourquoi, il s'en va, on ne sait pas pourquoi. Marlène Schiappa, elle n'avait pas que des ennemis. Moi, je confesse avoir eu un petit faible pour elle parce qu'elle était énergique et qu'elle était sympathique. Elle était bien aimée des journalistes, les gens l'aiment bien. Bon, nous continuons ce tour de table à des vraies voix, puis on reparle avec Kevin Mauvieux qui est avec nous, le député Rassemblement National de l'Eure. Votre réaction sur ce remaniement, Sophie Gauguin? D'abord, quand on est ministre, je suis désolée, mais on n'est pas là pour être vu comme sympathique aux yeux des journalistes. Efficace. On est là pour agir pour les Françaises et les Français. Donc je comprends, elle a eu cette forme de ténacité, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour trouver des solutions. Et d'ailleurs, c'est elle-même qui le dit le mieux. Actuellement, elle dit Emmanuel Macron garde le cap et fait face. Donc tout est dit. C'est elle qui en parle le mieux de ce réajustement. C'est-à-dire qu'aucune nouvelle politique ne va être changée, alors que les Françaises et les Français l'ont déjà dit, avec des crises successives depuis les Gilets jaunes, dont on ne sort pas. C'est qu'il y a des problèmes de fond qui ne sont pas réglés. Et ça, les attentes sont fortes. Alors j'entends bien les cycles de gestion gouvernementale, mais on est au-delà de ça aujourd'hui. On attend d'autres réponses, un changement de cap. Kevin Mauvieux, je rappelle que vous êtes député RN de l'Eure. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous ? Qu'est-ce qu'on aurait fait? C'est difficile à dire parce qu'on n'aurait probablement pas été dans la même situation que la situation qu'on connaît aujourd'hui. La situation qu'on connaît aujourd'hui, j'entends sur votre plateau, j'ai entendu deux personnes évoquer le fait qu'il y a eu plusieurs crises depuis les Gilets jaunes, les dernières émeutes et d'autres crises entre-temps qui ont généré le fait aujourd'hui de devoir changer de gouvernement pour pouvoir continuer à mener des réformes qui vont être difficiles, notamment la réforme sur l'immigration, le PLF qui va être à venir à l'automne, par exemple. Mais nous, sur le principe, on part du principe qu'on n'aurait pas connu ces crises. La dernière crise, ce qui a fait partir cette histoire de 100 jours d'apaisement qui sont devenus 100 jours d'embrasement, c'est la réforme des retraites. La réforme des retraites, concrètement, on n'aurait pas eu, nous, ce problème-là au Rassemblement national parce que, d'une part, on ne l'aurait pas faite, on ne voyait pas la réforme des retraites de la même façon que le gouvernement, et quand bien même on aurait voulu faire la même réforme, on serait passé par référendum parce que c'est dans notre façon de penser, on l'a toujours dit, dès que le sujet est clivant, dès que c'est un sujet de société ou que c'est un sujet clivant, on redonne le pouvoir au peuple. Mais Kevin Mauvieux, oui, mais sur la stratégie, est-ce qu'il fallait prendre par exemple des gens d'opposition pour essayer de faire un gouvernement de réconciliation, puisque nous sommes en crise et ça a été dit plusieurs fois? Est-ce qu'il fallait des gens de la société civile? Est-ce qu'il fallait tout casser, un nouveau Premier ministre? La solution, c'est de rendre le pouvoir au peuple. Alors, si vraiment on voulait mettre en place une solution radicale, il fallait dissoudre l'Assemblée nationale, laisser les Français décider de la composition qu'ils veulent au Parlement et in fine dans le gouvernement. C'était la solution la plus radicale. D'accord, mais dans la mesure où ça n'a pas été fait, là... S'il ne veut pas en arriver là, la deuxième solution, ça aurait été, à mon sens, de garder le même gouvernement, parce qu'on sait de toute façon que peu importe les ministres, le patron c'est Macron et que ça ne changera rien. Donc garder les ministres, mais par contre changer la méthode au niveau du Parlement et accepter de travailler en réalité avec les oppositions. Ça ne veut pas dire nous mettre ministres. Ça ne nous intéresse pas d'être ministre si c'est pour se faire forcer la main par Emmanuel Macron en tant que patron. Nous, ce qui nous intéresserait éventuellement, et je pense ce qui intéresserait les Français, ce serait que le Parlement tel qu'il a été envoyé par les Français soit respecté. Par exemple, à l'automne qui arrive, on va avoir le projet de loi de finances. L'année dernière, le Parlement n'a pas été écouté, il a été piétiné, il y a eu les 49.3 et nos amendements, même quand ils ont été votés, n'ont pas été retenus par la Première ministre. Par exemple, un symbole d'apaisement, ça aurait été de garder les mêmes ministres, et puis à l'automne, de vraiment débattre du projet de loi de finances, d'accepter de conserver les amendements qui sont votés par l'ensemble des députés ou par la majorité des députés. Et si 49.3 est nécessaire, parce que peut-être qu'il sera nécessaire, sinon on n'a pas de budget, et si on n'a pas de budget, la France n'avance pas, ça on en a conscience, et bien dans ce cas-là, au moins, aller jusqu'au bout et conserver tous les amendements votés. Envoyer des signaux comme cela. Et là, ce qu'ils sont en train d'envoyer, c'est on change des têtes, on prend les gens un peu pour des idiots, on change quelques têtes, mais en réalité, le patron reste le même. Au Parlement, il se passe toujours la même chose que ce qui se passe depuis le début de ce mandat, c'est-à-dire qu'on piétine les oppositions, et tout est fait
de façon morcelée pour faire passer des textes un coup à droite, un coup à gauche et réussir à avancer comme ça. Merci. Et ça, les Français n'en peuvent plus. Merci Kevin Mauvieux, vous êtes député Rassemblement National de l'Eure. Merci de nous avoir confié vos réactions après, alors, non pas l'annonce du remaniement, mais les nombreuses annonces qui donnent la grande tendance du remaniement, parce qu'on attend aussi, on va en parler dans un instant, Judith. Oui, tout à fait. Et puis, on file au standard, 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez. Nathalie, vous êtes toujours avec nous, vous êtes notre auditrice fil rouge du jour. Fil jour du rouge. Voilà. Ouais. Kevin Mauvieux, qu'on vient d'entendre, il dit que le gouvernement envoie des mauvais signaux, qu'il prend des gens pour les idiots. Est-ce que vous avez l'impression d'être prise pour une idiote, vous? Ah oui, plutôt 2 fois qu'une. Pour quelle raison? Oui. De toute façon, on a quitté pour mon ministère, donc l'éducation nationale, monsieur Papendia qui n'a rien fait, pire, était dangereux, avec des discours complètement farfelu et dangereux, à mon sens. Pour la laïcité, il ne s'est pas mouillé. Gabriel Attal, je pense, ne fera pas mieux. Je pense qu'en fin de compte, tout ça montre ce que le président est seul et qu'il n'a pas beaucoup de monde à mettre en place. Ouais. Et puis cette pauvre Madame Borne, elle est un souffre-douleur. Le président est seul, Oudamadou ? Non, je suis pas d'accord. Après, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il va falloir instaurer un vrai collectif. Un des défauts quand même de la Macronie dans la mise en œuvre, c'est-à-dire c'est la communication en premier lieu. En deuxième lieu, ça reste quand même un manque de collectif. C'est-à-dire quand vous avez un gouvernement, non, un collectif. Un collectif. C'est-à-dire que vous avez une équipe et il faut jouer collectif. Aujourd'hui, chacun joue dans son coin. Comme dans le sport, quoi. Comme dans le sport. Et c'est une des grosses problématiques. Sauf le capitaine de cette équipe. Il reste Emmanuel Macron, il n'y a que lui qui peut décider justement de cette équipe qui l'entoure. Pourquoi, Sophie Gauguin, ça prend tant de temps? Alors, on n'a pas tous la réponse. C'est pas à moi qu'il faut la poser, cette question. Mais qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça fait beaucoup de tâtonnements quand Aude Amadou parle d'un collectif qui n'existe pas? Est-ce que cette longueur pour trouver les bonnes personnes, ça l'explique? C'est-à-dire que personne n'est dupe, il y a des tractations politiques dans un remaniement. Et tout ce qu'on a entendu depuis 24 heures, c'est Emmanuel Macron et Elisabeth Borne pas sur la même ligne de ce remaniement. Donc déjà, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas d'accord sur leur propre stratégie. Elle souhaitait, j'ai cru comprendre de ce qui est reporté dans les médias, que ce soit un vrai remaniement avec un vrai changement de cap. Lui, non. Donc déjà, ils sont pas d'accord. Je trouve ça positif, justement. Ça augure de moments quand même assez compliqués quand on voit l'état du pays. Donc il y a des tractations politiques avec les partis amis. On voit bien qu'Emmanuel Macron se soucie aussi de sa succession en poussant Emmanuel Attal pour faire Gabriel Attal. On en a tous fait un ce soir. C'est pas mal. Et donc, non, il y a quand même des difficultés. Vous dites non, Aude Amadou? Non, c'est-à-dire que moi j'adore en fait tous ces discours politiques, j'en ai mangé pendant 5 ans, c'est-à-dire alors il y en a un qui va proposer l'Union nationale, mais quand on va proposer d'ouvrir, on va dire non. Hier, il y avait quand même une grosse réunion sous les JO avec quand même Estrosi, Laurent Wauquiez qui était en face du président et qui évoque à demi-mot ce serait pas mal qu'on fasse une Union nationale pour pouvoir ouvrir. Vous y je trouve. Non, mais il y a eu des retours là-dessus. Mais et après, on va dire Elisabeth Borne, c'est le toutou. Excusez-moi du terme, mais c'est ce qui se dit du président. Là aujourd'hui, ils sont pas d'accord. Il y a une discussion, il y a un échange qui prend du temps. Moi, je trouve ça sain. Voilà. Bon. Et je pense qu'il faut être cohérent par rapport à ses propos. J'ai dit que c'était compliqué. Non, c'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit. Mais je trouve ça toujours difficile, un remaniement. De toute façon, quels que soient les partis politiques, c'est toujours un moment d'hypertension. Mais encore une fois, je pense que le résultat de votre sondage et ce que disent les auditeurs, c'est qu'ils attendent des solutions. Voilà. Donc, la rentrée va être très, très attendue. Et sur l'éducation nationale, c'est déstabilisant pour le corps enseignant qu'attend beaucoup de réponses et qui, à 2 mois de la rentrée, se retrouve quand même dans un environnement très fluctuant. Salomon Malka, c'est une question simple. Est-ce qu'il fallait vraiment le faire, ce remaniement, et maintenant?
Ça prend beaucoup de temps. Et pourquoi ça prend beaucoup de temps? Peut-être parce que Emmanuel Macron cherche les perles rares et que ils n'ont pas tout à fait la même conception de la perle rare avec Elisabeth Borne. Mais ça prend beaucoup de temps parce qu'il n'y a pas de... Je rejoins ce qu'a dit Sophie, parce que il n'y a pas de cap. Il n'y a pas de cap qui a été fixé. Et non seulement il n'y a pas de cap, mais on a l'impression que on doute qu'il ait une conscience de l'ampleur des dégâts commis par les journées d'émeutes que nous avons vécues. En tout cas, rien dans la composition du gouvernement à laquelle on assiste ce soir en direct, rien ne permet d'indiquer que l'objectif est celui-là. Quand vous regrettez l'absence de cap, est-ce que vous auriez préféré finalement que autour du 14 juillet, le président d'abord s'exprime, fixe le cap et ensuite fasse ce remaniement? Là, a priori, ça va être le contraire. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on attendait une parole le 14 juillet. Je suis de ceux qui regrettent qu'il n'y ait plus la garden party. Vous étiez invité dans le temps? J'étais invité systématiquement jusqu'à ce que ça s'arrête. J'ai jamais compris. Non, mais trêve de... Ouais. C'est pas pour les petits fours. Non, on a bien compris. Ils disent que c'est pour des raisons financières. Mais c'est faux, parce qu'il y avait une promotion de la cuisine locale. Il y avait un brassement. Il y avait des footballeurs. Il y avait des gens des quartiers, il y avait, c'était pas seulement du beau monde. Prenez la parole. Voilà. Et en plus, se surajoute à cela le fait que Emmanuel Macron a arrêté de faire la fameuse grande interview du 14 juillet. Ouais. Ça aussi, c'est une erreur, à mon avis. On retourne un petit peu sur Twitter pour faire un point sur le sondage. Les auditeurs pensent toujours que ce remaniement ministériel est sans intérêt à 85%. Finalement, au Damadou, ce qu'on entend, c'est qu'il y a une espèce d'ennui en fait et de désintérêt, parce que vous dites que les Français, c'est un peuple qui aime la politique, mais il y a quand même une espèce d'ennui profond de la part de cette population qui... Mais je pense que l'ennui profond, il provient de tous les politiques. C'est-à-dire qu'il y a une vraie perte de confiance en l'homme ou la femme politique en général. C'est pas la politique, c'est les hommes et les femmes politiques. Il y a un vrai manque de confiance. Quand on voit le taux d'abstention record sur les dernières présidentielles, je pense qu'on avait quand même un panel qui est très large. On est dans un pays, on avait plus de 10 candidats. On n'est pas dans un système où on est à l'anglo-saxonne ou à l'américaine, il n'y a que 2 candidats. C'est-à-dire qu'on avait quand même possibilité de choisir entre plusieurs programmes. Un taux d'abstention aussi important, je pense que chacun doit s'interroger sur sa responsabilité politique et aussi de ce qu'il véhicule. Et je pense que là-dessus, il y a un vrai travail à faire. Le taux d'abstention, ça aurait gagné l'élection si c'était compté de Sophie. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Comment faire pour baisser tout ça et pour redynamiser l'intérêt en fait des Français, quoi. Alors, on arrive à le faire au niveau local. Moi, je suis maire. Oui. On reste encore en proximité et tout de suite on voit les solutions. En région aussi beaucoup, parce que les régions ont des grandes capacités, des compétences à intervenir sur le quotidien, et on a complètement perdu la mobilisation des citoyens au niveau les taux d'abstention sont quand même plus importants sur des municipales ou des régionales. Enfin, il y a un moyen, il faut quand même... si, regardez les derniers sondages, le niveau d'abstention reste encore plus important. On parle de l'abstention. Du fait d'avoir la confiance. Quand vous faites les sondages d'opinion, les élus locaux, les maires restent encore ceux qui ont la plus confiance. Voilà, ils sont à portée d'œuvre. Puis tout de suite, on parle du quotidien des Français. On parle du quotidien et des résultats. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de résultats, on peut tout de suite On dit d'ailleurs que monsieur Gabriel... Juste Salomon, une réaction. Boris Vallaud est avec nous. Boris Vallaud, député du Parti Socialiste, pour réagir. Donc, non pas, on le rappelle, sur ce remaniement ministériel, mais sur ces premières infos importantes. Rappelons-le, Thomas Cazenave qui est au compte public. Nous avons également Gabriel Attal qui prend l'éducation, Aurélien Rousseau qui est à la santé, départ de Marlène Schiappa. Voilà pour les grandes informations. Boris Vallaud est donc avec nous.
alors on l'avait, ça a coupé, on revient. Alors Salomon, allez-y. Non, je voulais simplement préciser, Sophie Emer, et je sais où j'ai appris que Gabriel Attal allait se présenter à la mairie de Paris ultérieurement. Et personnellement, bon, c'est un professionnel, donc il va s'adapter, mais je le vois plus comme maire de Paris que comme ministre de l'Éducation nationale. En tout cas, il y a un moment où il faudra choisir. Est-ce qu'on est bien? Alors, je regarde le standard. Il y a un problème de ligne. Il y a un problème de ligne. Vous voyez, bon, ça peut. Pour revenir sur la confiance, allez-y, Sophie Gaudin. je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il faut dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Exactement. C'est la culture du résultat. Le problème en politique aujourd'hui, on est sur des annonces. Après, il n'y a pas de suivi ni la mesure de l'effet de la politique publique. Et tant qu'on n'arrivera pas à changer ça, ce qu'on est capable de faire en local, au niveau national, on perdra cette confiance-là. Nous avons retrouvé Boris Vallaud, le député PS. Ça y est, ça marche. Merci Boris Vallaud, merci d'être avec nous. Alors, j'allais dire une réaction au remaniement. Il n'est pas encore effectif, mais nous avons les grandes tendances. Ces grandes tendances, votre réaction? D'abord, quand même, un élément qui est assez curieux, vous le faites vous-même remarquer. Maintenant, c'est les ministres qui annoncent eux-mêmes leur nomination. Il y a un côté un peu bricolage qui est assez intéressant. Mais qui quand même dit quelque chose de la désorganisation de ce mouvement ministériel. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut constater? Bon, c'est la nomination des affidés, c'est l'ouverture jusqu'à la Macronie, donc rien ne change. Vous savez, on dit le président décide, les ministres exécutent, le président continuera de décider, et les ministres continueront d'exécuter. Boris Vallaud, vous auriez aimé un gouvernement d'ouverture avec éventuellement des gens du Parti socialiste? Mais ça ne sert strictement à rien. Vous savez, tous ceux qui, venant de la gauche, pensaient apporter un supplément d'âme à l'équipe d'Emmanuel Macron, on a été pour leurs frais. Ils mènent la politique d'Emmanuel Macron, qui est une politique aspirée par la droite, par Nicolas Sarkozy d'ailleurs lui-même pour ce deuxième quinquennat assez largement. Donc j'allais dire, ça compte assez peu d'où vous venez dans cette équipe. Regardez quelqu'un comme Olivier Dussopt, qui a combattu avec beaucoup d'ardeur. Ministre du Travail. La retraite à 62 ans à l'époque, a défendu la retraite à 64 ans une fois qu'il a été avec Emmanuel Macron. Bon. Merci. Est-ce qu'il y avait grand chose à en attendre? Non. Du coup, on n'est pas déçus. Bon, merci Boris Vallaud pour cette réaction à chaud avant même l'annonce officielle. Mais c'est vrai, c'est le paradoxe de cette journée. Nous n'avons pas encore le remaniement, mais nous savons. Voilà, et puis chers auditeurs, vous restez avec nous, l'émission continue. On fait un petit point sur le Tour de France, évidemment, toujours avec nos vraies voix du jour, juste après la pub. Et puis surtout, après, ce sont les vraies voix qui font rouler la France pour vous. Alors aujourd'hui, c'est très intéressant. On va recevoir deux grands patrons, une grande patronne, Dorothée Bonassis, qui est directrice générale de Skoda France, et Patrick Gourvenec, qui est le patron, lui, de Mitsubishi France. On va pouvoir parler. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie voix de l'été Sud Radio, 17h-20h. Frédéric Brindel, Judith Belair. Allez, c'est le moment du Tour de France avec les vraies voix qui se disent ça y est, c'est le Tour de France, on s'échappe. Eh bien non, c'était aujourd'hui la 18e étape entre Morzine, non pas du tout d'ailleurs je dis, et puis c'est surtout l'arrivée à Bourg-en-Bresse. Voilà, c'est ça. Et Pascal Chanteur est avec nous. C'est bien, arrivé à Bourg-en-Bresse, on est d'accord, hein, Pascal? Oui. Bonjour à toutes et tous. Et on partait de Moutier. Oui, voilà, c'était ça. Je me dis, mais c'était bien Moutier. Enfin voilà. Alors aujourd'hui, il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire, enfin, les échappés ont pu résister jusqu'au bout. Victoire de Casper Asgreen. C'était on appelle ça une étape de transition. Alors pour vous, question d'une de nos vraies voix, Aude Amadou, pour vous, Pascal Chanteur. Alors une question, ce serait plutôt sur la globalité du Tour de France. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que c'était une vraie fête populaire. Quand j'étais enfant, j'adorais aller au Tour de France. Et je vous avouerai que maintenant, avec l'âge, je ne sais pas si c'est l'âge ou j'ai l'impression que cet aspect festif se perd un petit peu. Alors, il y a trop de fêtes ou pas assez de fêtes ou alors, Pascal? Si on en parle aux coureurs, ils vont vous dire qu'il y a trop de fêtes parce que lorsqu'ils montent l'école et qu'ils voient les supporters déguisés avec de la musique, avec des chants et en dansant au milieu de la route, ils vont vous dire que c'est la fête et c'est la discothèque tout le long de l'étape. Ouais. Je pense qu'il faut raison garder, c'est entre les deux. Il y a des moments où les supporters sont très respectueux et ils font attention et où c'est bon enfant. Et il y a des moments où c'est terriblement festif et c'est pas pour déplaire l'ensemble de la caravane et même les coureurs parce que
parce que ça reste quand même très respectueux dans l'ensemble. Bon, alors malheureusement, la Normandie n'est pas visitée par le Tour de France cette année. On l'a été. Et Sophie Gauguin, qui est maire de Dozulé, dans le Calvados, une question. Oui, moi j'aimerais savoir comment on arrive à gérer un événement aussi populaire et aimé des Françaises et des Français. Parce que c'est sûr qu'on peut vite décevoir. Et ça rejoint ce que disait ma collègue tout à l'heure. Et à garder ce côté très populaire. C'est un peu une Madeleine de Proust, le Tour de France. Enfin, je veux dire, on a tous souvenir d'avoir participé de près ou de loin avec la distribution des cadeaux, etc. Voilà, moi ça m'intéresse aussi. Comment on garde cet esprit-là sur la durée? Malgré les crises, Pascal, le Tour de France ne meurt jamais. Non, mais c'est aussi l'étude d'un parcours. Et vous voyez bien que d'une année sur l'autre, les régions qui sont traversées ne sont jamais les mêmes. Et ces mêmes régions qui sont boycottées une année, patientent le retour des coureurs. Et le retour, comme vous venez de le dire, de la caravane. Mais le Tour de France, comme vous venez de le dire, c'est un ensemble de choses. Il y a une caravane, il y a des suiveurs, il y a des coureurs, il y a une compétition, il y a une fête. Parce que, nous, on n'était pas nés, mais ça rappelle, c'est les premiers congés payés. Hein, le Tour de France, c'est le mois de juillet, les premiers congés payés sur le bord de la route à voir passer les coureurs du Tour de France. Et c'est une véritable fête populaire où l'ensemble des corporations et des générations se retrouvent sur le bord d'une route. Ouais, 36, les congés payés. C'était les années Leduc, Magne, c'était les Français qui gagnaient à chaque fois. Bon, on n'aura pas un Français qui gagne, il n'y a pas eu de changement au classement général aujourd'hui, Pascal Chanteur. Non, bon. Aucun changement au classement général, et vous l'avez dit au tout début, c'est aussi une surprise qu'une échappée arrive pour la victoire d'étape. C'est aussi la beauté de la 3e semaine du Tour de France où les coureurs sont éreintés, où les sprinters, beaucoup de sprinters sont aujourd'hui à regarder le Tour de France à la télévision, et des équipiers des mêmes sprinters qui sont toujours en course, qui ont du mal à boucher des écarts sur des échappées. Bon, merci beaucoup Pascal, on a explosé le temps, nous on est en retard, on n'aura jamais le maillot jaune là je pense, Judith. Non, vous restez avec nous, c'est les vraies voix qui font rouler la France et des beaux invités, à tout de suite. Et merci à tous les vraies voix.